Céline est professeure à l'UFR de philosophie à l'Université Paris-Sorbonne. Elle est membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Elle est spécialisée, on peut dire rapidement, sur des questions d'écoute de philosophie et philosophie politique et d'économie. Elle a soutenu en 2000 une thèse de doctorat qui s'appelle « Économie et politique dans l'œuvre de Montesquieu », qui est un auteur qu'elle connaît extrêmement bien et dont elle va un peu nous parler. Et elle est professeure également au département de philosophie de l'université Bordeaux-Montaigne. Tu étais ? Ah, pardon. Et membre de l'équipe Sciences, Normes et Décisions à Paris-Sorbonne. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont un des derniers qui peut peut-être rejoindre la question, un ouvrage de 2015, Le bien commun, Rousseau, les paradoxes de l'autonomie démocratique, donc aux éditions Le bien commun, pardon. Éloge de l'injustice, la philosophie face à la déraison, aux éditions du Seuil en 2016. Rousseau et la critique de l'économie politique, aux éditions Presse universitaire de Bordeaux en 2017. Donc on a invité Céline et on lui a demandé en fait de prendre cette première place pour nous expliquer que en fait, le monde dans lequel on vit et les idées qui animent et qui traversent les conceptions de la propriété propres au libéralisme ne viennent pas de nulle part, et qu'il y a des idées, notamment des idées philosophiques assez profondes, qui sont à l'origine du libéralisme, et notamment une question assez fondamentale qui est celle du droit naturel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être amené à penser que le libéralisme, voilà, c'est comme l'air qu'on respire, c'est une chose totalement incréée, en fait, qui vient de nulle part, alors que ça n'est pas vrai. Comme tu vas nous l'expliquer, il y a des constructions intellectuelles, politiques et philosophiques derrière ces idées. Merci beaucoup de cette présentation. Alors, je ne vais pas parler de Montesquieu aujourd'hui, mais bon, je suis tout à fait disposée à en parler pour les questions. Alors, ce dont je vais parler, c'est de la question de l'appropriation. Donc, comment, finalement, les individus s'approprient-ils les choses, les objets, les marchandises? Et en particulier, ce dont je vais parler, c'est la question de l'appropriation primitive, l'appropriation originaire. Comment les premières appropriations ont-elles eu lieu? Comment peut-on surtout justifier l'appropriation privée de la terre et de ses ressources? Et donc, comme le disait Vincent Torgman, ce qui pourrait paraître parfaitement naturel, c'est-à-dire le fait de la propriété privée des individus, ce qui pourrait paraître donc comme parfaitement naturel ne l'est évidemment pas. Et il serait illusoire de considérer que la forme que prend aujourd'hui la démocratie libérale, plutôt la forme que prend le droit de propriété dans la démocratie libérale, en est la forme canonique, sans histoire, anhistorique. Alors je voudrais revenir aujourd'hui à un moment fondateur du libéralisme politique, mais également de sa critique, donc une polémique, un dialogue, une controverse qui me paraît tout à fait majeure. Donc c'est le moment où au XVIIe et au XVIIIe siècle, la polémique, on pourrait dire, s'est aiguisée sur la question de la naturalité du droit de propriété. Donc le droit de propriété est-il naturel ou artificiel, conventionnel ? Alors le point de départ pour cette polémique, c'est l'idée qui semble partagée selon laquelle la terre, sur laquelle nous vivons, la terre est un bien commun. La terre est un bien commun qui appartient donc en commun au genre humain. Et à cet égard, la réflexion sur la propriété porte essentiellement sur deux points. Premièrement, l'origine du droit de propriété privée. Comment les hommes se sont-ils appropriés ce qui était en commun? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, la nature du droit de propriété. S'agit-il d'un droit individuel absolu ou d'un droit relatif, subordonné, et notamment subordonné aux impératifs de la communauté? Alors, à titre introductif, je vais développer un tout petit peu ces deux questions. Donc, d'abord, la question de l'origine. Comment justifier les droits exclusifs des individus? C'est ce caractère exclusif qui est problématique, et notamment en ce qui concerne la propriété de la terre. Donc, procède-t-elle cette propriété
et ça on l'a souvent dit, du droit du premier occupant. Donc le premier qui arrive dit « ceci est à moi » et finalement enclos une partie de la terre, se l'approprie, c'est le premier et donc c'est à lui. Ou bien, et c'est ce que nous verrons aujourd'hui, la propriété privée procède-t-elle du travail, de la culture, de ce que l'on fait finalement de la terre que l'on s'approprie. Et à ce titre, la propriété est-elle naturelle ou requiert-elle, c'est la seconde hypothèse, une convention, un accord, un consentement qui puisse en quelque sorte la justifier. Deuxième question, donc la question de la nature de la propriété et des rapports entre individu et État. Donc la question est de savoir si la propriété peut être un droit individuel absolu ou si la propriété est toujours un droit social qui, à ce titre, est régulé, limité par la loi. Dans cet esprit, ce serait finalement à l'État qu'il reviendrait de décider ce qui relève véritablement de la propriété privée, sous condition, bien sûr, que la communauté puisse se réapproprier ce qu'elle considère comme fondamental pour elle. Donc vous voyez qu'on a des questions essentielles. L'État peut-il s'ériger en tuteur de la société et décider souverainement de ce qui appartient à chacun ? Alors j'évoquerai aujourd'hui deux auteurs qui me paraissent très importants pour cette polémique, disons, du XVIIe, XVIIIe siècle. D'une part Locke, John Locke, qui a joué un rôle absolument décisif en philosophie politique dans ses deux traités du gouvernement civil, parus vers 1690, et d'autre part Rousseau, qui lui répond directement, qui répond à Locke, à un siècle d'écart, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Ça vous rappelle peut-être des vieux souvenirs de terminale ou peut-être même de première, qui sait. Alors, ce sera l'un des deux textes que j'aborderai, mais j'aborderai également l'Émile, Émile ou de l'éducation, puisque Rousseau y aborde également la question de l'éducation à la propriété. Alors, pour le dire en deux mots, ce que je vais essayer de vous exposer aujourd'hui, c'est ce dialogue critique entre ces deux auteurs, avec d'un côté celui qu'on a habituellement assigné à l'origine du libéralisme politique, Locke, celui qui est considéré finalement comme le meilleur garant d'une théorie de la propriété naturelle, du droit naturel à la propriété, et de l'autre, Rousseau, qui l'a critiqué de manière féroce, très ironique aussi, très sarcastique, et qui a affirmé que finalement rien ne justifie le droit naturel à la propriété, et en particulier rien ne justifie que l'appropriation des uns permette l'expropriation des autres. C'est tout le problème de la jouissance exclusive. Alors, j'en viens donc à mon premier temps, Locke, et ce que l'on a pu nommer l'individualisme possessif. Alors c'est une expression d'un commentateur marxiste qui s'appelle Macpherson, mais maintenant elle est passée pour ainsi dire dans les mœurs. Donc John Locke, je ne sais pas si vous avez déjà lu des ouvrages de lui, il est aussi très connu dans le domaine de la philosophie de l'esprit. Et je m'intéresserai aujourd'hui au traité du gouvernement civil, donc paru pour la première fois en 1690 en anglais. Alors la théorie de Locke sur la propriété est généralement conçue comme une théorie fondatrice en philosophie politique, et en particulier le chapitre 5 de ce qu'on appelle le second traité sur le gouvernement civil, c'est le chapitre 5 où Locke va en quelque sorte poser les fondements d'un droit naturel à la propriété. Donc quel est le principe, se demande Locke, par lequel l'homme devient naturellement propriétaire ? Avant Locke, on disait souvent que ce principe, c'était le droit du premier occupant. Donc, ce que j'ai exposé très rapidement en introduction, le mien et le tien sont finalement attribués à celui qui se saisit le premier, par exemple, d'une terre. Or, Locke réfute cette théorie et considère que seul le travail peut permettre de justifier l'appropriation naturelle des terres, mais plus largement des fruits de la terre. Alors, quel est son raisonnement ? Alors, l'idée de Locke, c'est que pour que les fruits de la terre puissent être bénéfiques, pour qu'ils puissent en quelque sorte servir à l'humanité, pour qu'ils puissent être utilisés dans la perspective de la conservation des individus et donc contribuer à leur survie, il faut que les hommes s'en emparent de manière exclusive, c'est-à-dire de telle sorte qu'ils privent les autres de leur usage. Donc ça, c'est le point de départ de Locke. L'usage suppose l'appropriation.
Alors, dans le vocabulaire encore un peu théologique de Locke, mais finalement, on n'a pas forcément besoin de ce vocabulaire théologique, Locke écrit « Dieu, qui a donné le monde aux hommes en commun, leur a également donné la raison, afin qu'ils usent de ce monde pour le plus grand avantage de leur vie et de leurs besoins. » Donc, la terre est donnée aux hommes pour leurs besoins, pour qu'ils satisfassent. Voilà, ils ont faim, ils ont soif, ils ont besoin d'un abri pour dormir. Voilà pourquoi la terre a été donnée aux hommes. Donc elle est donnée aux hommes pour assurer leur existence et leur bien-être. Bien que tous les fruits qu'elle produit naturellement et tous les animaux qu'elle nourrit appartiennent au genre humain en commun, en tant qu'ils sont des produits spontanés de la main de la nature, et bien que personne ne possède à l'origine un empire privé, qui serait exclusif du reste du genre humain, sur aucun d'entre eux lorsqu'ils se trouvent ainsi dans l'état où la nature les a mis, pourtant, la phrase est un peu longue, parce qu'ils sont donnés pour l'usage des hommes, il doit nécessairement exister un moyen de se les approprier d'une manière ou d'une autre avant qu'ils puissent être d'un usage quelconque ou qu'ils puissent être d'un effet bénéfique à un homme en particulier. Donc pour résumer, la terre produit spontanément des fruits. Elle produit des pommes sur les arbres, elle produit des poissons dans les rivières, elle produit et elle nourrit des animaux qui pourraient être appropriés par la chasse. Donc bien que les hommes puissent par la chasse et par la cueillette s'approprier finalement des fruits de la nature, pour Locke, cela ne suffit pas. Il faut en plus l'idée d'une appropriation exclusive pour pouvoir véritablement, finalement, que l'individu satisfasse ses besoins. Et donc, si l'homme ne s'appropriait pas exclusivement les fruits de la nature, eh bien, il ne pourrait pas se nourrir, il ne pourrait pas s'abreuver, il ne pourrait pas satisfaire ses besoins élémentaires. Et donc, en ce sens, Dieu aurait en quelque sorte donné la terre en vain à l'humanité, puisque l'humanité serait incapable de survivre. Donc ça, c'est le point de départ du raisonnement. Alors, à partir de là, puisqu'il faut s'approprier la terre, la question est de savoir comment le faire, de manière légitime. Et pour Locke, il n'y a qu'une seule réponse possible, qui est le travail. Alors pourquoi le travail ? Parce que, nous dit Locke, et c'est la seconde hypothèse fondamentale, eh bien, nous sommes chacun propriétaires de notre corps. Nous ne sommes pas propriétaires de la terre, mais s'il y a quelque chose dont nous sommes propriétaires par nature, c'est de notre corps. Chaque individu est incorporé. Et du fait de ce corps propre qui appartient à chacun, l'individu peut précisément mêler, on pourrait dire, ses propres efforts, ses propres soins à ce que la terre produit spontanément. Et c'est ce caractère, en quelque sorte, cet effort que fait l'individu pour s'approprier l'objet de ses besoins, qui constitue le travail et le fondement même de la propriété privée. Donc tout le raisonnement de Locke repose sur l'idée selon laquelle le travail, c'est le prolongement du corps. Il permet de mobiliser le corps pour soustraire les ressources communes et se les approprier de manière légitime. Alors, on peut ramasser des glands sous un chêne, voilà les exemples que donne Locke. On peut cueillir des pommes sur un arbre, mais on peut aussi tuer un cerf lors d'une chasse, pêcher des poissons, peu importe. Dans tous les cas, c'est l'effort du corps qui permet de s'approprier finalement l'objet des besoins. Et donc, tout ce que nous mêlons à l'effort de notre corps devient nôtre, devient en quelque sorte ce que nous nous approprions de manière légitime. Alors, voilà l'histoire, si j'ose dire, mais il y a quand même un certain nombre de conditions. Et Locke est très clair sur le fait que par nature, par la loi de nature, comme il dit, il y a deux restrictions à l'appropriation. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous approprier tout et n'importe quoi de manière légitime. Alors, ce que Locke essaye de mettre en relief, ce sont deux conditions qui permettent de répondre à l'impératif de survie non seulement de soi-même, mais aussi du genre humain. La loi de nature, comme dit Locke, nous enjoint de survivre, mais aussi de contribuer dans la mesure du possible à la conservation de l'humanité tout entière. C'est une sorte de loi morale. Et donc pour Locke, il y a deux restrictions à l'appropriation naturelle. Premièrement, le fait de laisser aux autres
en quantité et en qualité, suffisamment pour qu'ils puissent eux-mêmes se nourrir et survivre. Donc première clause fondamentale, il faut laisser aux autres ce qui leur permettra d'assouvir aussi leurs besoins. Et deuxième clause, tout aussi importante, ne pas gaspiller, ne pas gâcher, ne s'approprier que ce qui est vraiment nécessaire à notre conservation. Alors ces deux clauses sont fondamentales, mais, il y a un mais, je vous passe la citation, « Bien que la terre et toutes les créatures inférieures appartiennent en commun à tous les hommes, chaque homme est cependant propriétaire de sa propre personne. Aucun autre que lui-même ne possède un droit sur elle. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, pouvons-nous dire, lui appartiennent en propre. Il mêle son travail à tout ce qu'il fait sortir de l'état dans lequel la nature l'a fourni et laissé, et il y joint quelque chose qui est sien, par là, il en fait sa propriété. » Cette chose étant extraite par lui de l'état commun où la nature l'avait mise, son travail lui ajoute quelque chose qui exclut le droit commun des autres hommes. Il y a bien une exclusion dans cette appropriation. Car ce travail étant indiscutablement la propriété de celui qui travaille, aucun autre homme que lui ne peut posséder ce à quoi il est joint, du moins là où ce à quoi est laissé en commun pour les autres est en quantité suffisante et d'aussi bonne qualité. Voilà les deux clauses. Il faut laisser quantité et qualité pour les autres hommes. Alors, néanmoins, il y a donc, comme je disais, un mais à ces deux restrictions, et ce mais, c'est celui qui introduit l'invention d'une convention qui va drastiquement changer les choses, disons, avant même l'existence de l'État, puisqu'on se situe dans l'état de nature, c'est-à-dire dans les sociétés sans État. Pour Locke, ce qui va changer drastiquement les choses, c'est l'invention de la monnaie. Ce petit bout de médaille jaune, dit-il, va révolutionner l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Eh bien parce que dès que la monnaie d'or, d'argent ou peu importe, de coquillage s'introduit, eh bien les individus vont être capables d'accumuler. Ils vont pouvoir accumuler non seulement au-delà de ce dont ils ont besoin, sans gâcher, puisqu'ils accumulent de l'argent et pas les biens eux-mêmes qui pourraient dépérir, qui sont des biens périssables. Donc, ils ont quelque chose qui leur permet d'accumuler de manière indéfinie, illimitée, et d'autre part, c'est l'autre clause, ils ont là quelque chose qui n'a pas besoin, en quelque sorte, d'être soigné, travaillé en lui-même, contrairement à la terre elle-même, qui, elle, doit toujours être l'objet de nos soins. Donc, avec l'invention de la monnaie, dit Locke, l'histoire du genre humain s'infléchit et le désir d'accumulation illimitée se libère, ce qui conduit les individus, dit Locke, à justifier cette fois-ci par des titres, par des conventions, par des accords, leur droit de propriété. Et donc une seconde phase de l'histoire du genre humain commence, qui est celle, avec l'essor de l'agriculture et du commerce, qui se substitue à la chasse et à la cueillette, un nouveau mode de subsistance, eh bien, avec les sociétés agricoles et commerçantes, désormais, le désir d'accumulation va se libérer, et il va se libérer pour Locke de manière légitime. Voilà pourquoi on a considéré, notamment les auteurs marxistes, ont considéré que Locke était un théoricien libéral, parce qu'il justifie en effet, entre guillemets, le fondement même de l'appropriation légitime par le travail du corps, et d'autre part qu'il justifie le désir d'accumulation illimitée dans les sociétés civilisées, agricoles et commerçantes. Et notamment, il y a un argument classique du libéralisme, c'est celui selon lequel, dans ces sociétés-là, la quantité de biens produites permet à tous d'avoir un niveau de vie supérieur à celui dont ils jouiraient dans les sociétés primitives, entre guillemets, c'est-à-dire celles qui pratiquent exclusivement la chasse et la cueillette. Donc voilà, très brièvement résumé, la théorie lockienne, qui est donc une théorie qui a été qualifiée de libérale. Et un dernier mot à titre conclusif, ce qui a été bien sûr remarqué, et Locke lui-même a été personnellement impliqué dans cette affaire, c'est que cette théorie permet de justifier l'appropriation du Nouveau Monde, l'appropriation notamment de l'Amérique, l'Amérique du Nord en particulier. Locke a été directement impliqué dans la constitution, la rédaction de la Constitution de Caroline du Nord. Donc c'est l'époque évidemment de l'appropriation par les colonies, par les colons anglais de l'Amérique du Nord. Et évidemment, Locke justifie en un sens cette appropriation par ce qu'on appelle les plantations, c'est-à-dire parce que les Indiens d'Amérique n'ont pas en quelque sorte fait fructifier les terres,
parce qu'ils n'ont pas en quelque sorte su les exploiter, su les faire fructifier, et bien dans ce cas, les colons anglais sont en un sens légitimes, dès lors qu'ils s'approprient, qu'ils enclosent, comme vous disiez, les terres, et qu'ils les font en quelque sorte fructifier. Il ne reste plus en Europe, dit Locke, de terres sans maître. En revanche, les terres d'Amérique, dit-il, sont des terres vierges, en un sens inoccupées, et donc, en quelque sorte, il est légitime pour les colons de se les approprier, même si Locke ne le dit jamais exactement de cette façon. Alors j'en viens à mon second temps et à la critique rousseauiste. La critique rousseauiste qui va être fondée sur un concept que Marx va réexploiter. Marx est énormément inspiré de Rousseau, même s'il ne l'avoue pas. Il a vraiment pillé un certain nombre de concepts fondamentaux de la théorie rousseauiste. J'ai essayé de le montrer notamment dans ce livre, Rousseau et la critique de l'économie politique là, que vous citiez, et qui est un peu un jeu de mots avec le livre de Marx, qui critique l'économie politique hegelienne, mais Rousseau critiquait déjà l'économie politique lockienne ou physiocratique, qui était celle de son temps. Alors, ce qui est très important, c'est que Rousseau va en quelque sorte critiquer Locke avec vraiment des arguments fondamentaux, des arguments qui portent sur le statut et la nature de la propriété. Ce que va faire Rousseau, c'est, pourrait-on dire, introduire en philosophie, plus que les autres, plus que tous ceux qui l'ont précédé, la question sociale, c'est-à-dire la question précisément de ceux qui ont été expropriés par l'appropriation primitive. Ceux qui se sont retrouvés en quelque sorte démunis, privés de tout, ceux qui, n'ayant rien fait de mal, entre guillemets, n'ayant pas démérité, se sont retrouvés finalement n'ayant plus que leur propre corps et leur propre force de travail, comme dira Marx, à vendre parce qu'ils n'ont pas pu précisément participer au grand mouvement de l'appropriation originaire. Ceux-là, Rousseau les nomme les surnuméraires. C'est un concept tout à fait nouveau et qui me paraît tout à fait extraordinaire parce que précisément on entend bien dans ce concept surnuméraire, ils sont là en surnombre, c'est-à-dire que en quelque sorte ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins, y compris leurs besoins primaires, le fait de se nourrir, de manger à leur faim. Alors, premier argument contre Locke, Rousseau va exclure la naturalisation du droit de propriété. Pour lui, le droit de propriété n'est pas naturel, il est conventionnel, il est artificiel. Alors, comment Rousseau va-t-il le montrer ? D'une part, Rousseau réintroduit l'histoire. L'idée selon laquelle la propriété est une institution qui a une histoire, qui est apparue à un certain moment de l'histoire. Ça, Montesquieu l'avait déjà montré dans l'Esprit des lois, donc Rousseau reprend les arguments de Montesquieu. Et en particulier, il y a une belle citation, Rousseau dit que dans les sociétés d'éleveurs, dans les sociétés pastorales, comme en Corse par exemple, Rousseau a beaucoup écrit sur la Corse, eh bien, dans ces sociétés, il n'y a pas de propriété privée au sens fort, je le cite, « Le miel n'a d'autre clé que la marque du premier occupant. La propriété ne peut s'établir ni se conserver que sous la foi publique, c'est-à-dire la confiance. » C'est l'idée d'Ardaud-Laval du commun, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que c'est la confiance publique qui permet la régulation sociale de la propriété sans que les individus aient besoin de s'approprier véritablement quoi que ce soit. Donc, ce que Rousseau va montrer, c'est que la propriété n'est ni naturelle ni universelle, qu'elle résulte de contingences, de circonstances très précises qui sont apparues à un certain moment de l'histoire. Et cette histoire de la propriété, Rousseau la restitue dans un texte extrêmement célèbre, je pense que vous l'avez tous rencontré à un moment ou à un autre, c'est le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. On l'appelle en général le second discours, puisqu'il y en a un avant, dont je ne parlerai pas, qui est paru en 1755. Donc 1755, c'est 1690 pour le traité de Locke, c'est une soixantaine d'années plus tard. Alors, voilà, en quelque sorte, le début de la deuxième partie du second discours, qui est une sorte de provocation. Rousseau est très provocateur, il se nomme lui-même homme à paradoxe. Donc, voilà la provocation de Rousseau. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes
de guerre, de meurtre, que de misère et d'horreur, n'eût point épargné au genre humain, celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Alors, bon, cette phrase très célèbre de Rousseau, hein, c'est une véritable offensive, hein, une offensive notamment anti-lockienne, mais bon, on pourrait dire qu'il y a eu énormément de disciples de Locke, hein, donc ce n'est pas seulement Locke qui est en cause. Hein. Ce que Rousseau entend dire par là, c'est qu'il y a deux choses, hein, c'est assez paradoxal. D'un côté, il est vrai que la propriété privée fonde la société civile. Toute société civilisée, et Rousseau le redira à multiples reprises, est fondée sur la propriété privée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir d'État sans propriété privée, mais avec des clauses que j'indiquerai tout à l'heure. Ça, c'est le premier point. Et Rousseau va jusqu'à dire que la propriété est un droit sacré, hein, inaliénable, qu'au fond, c'est un droit fondamental, parce que c'est le fondement de nos devoirs de citoyens. Mais deuxièmement, et c'est ça qui est beaucoup plus provocateur ici, l'acte d'appropriation lui-même est une imposture. C'est une usurpation. Ou plus précisément, celui qui revendique la légitimité de l'appropriation est un imposteur. Le riche, entre guillemets, celui que Rousseau nommera un peu plus loin le riche, ou le propriétaire, le possédant plutôt, celui qui dit « ceci est à moi » et qui plante les pieux autour de son terrain, de son champ, celui-là est un imposteur, qui finalement n'a réussi son coup de force, puisqu'il s'agit bien d'un coup de force, que parce qu'il a trouvé face à lui des hommes, des femmes, nous dit Rousseau, assez naïfs pour le croire. Donc on a véritablement un coup de force à l'origine de la propriété. Il y a toujours une conquête, une usurpation, une violence. Et ça, Rousseau le dit de manière extrêmement forte, en restituant ce moment, un peu par une mise en scène, hein, on s'imagine ce moment en quelque sorte fictif, où il aurait pu en être autrement. C'est-à-dire que les individus qui écoutaient celui qui disait « ceci est à moi » auraient pu réagir et dire « non, 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 pas du tout. La propriété privée, ça n'existe pas, c'est tout à fait illégitime, ça n'a pas de fondement. » Mais, et précisément, c'est ce que Rousseau va dire, en réalité, les choses en étaient déjà venues au point de ne pouvoir plus durer comme elles étaient. Autrement dit, hein, il ne faut pas croire quand même qu'on aurait pu se passer de la propriété pour des raisons que Rousseau va ensuite explorer. Alors, ces raisons, hein, je vais très rapidement les résumer, tiennent à la nature même de l'agriculture, parce que dans l'agriculture, finalement, on a besoin de voir, en quelque sorte, le résultat de son travail. Et ça, Rousseau le dit, hein, il le dit finalement comme Locke. Mais ce que Rousseau dit aussi, et c'est là qu'il devient extrêmement critique, c'est qu'au moment où toute la terre est devenue en quelque sorte saturée par ces appropriations primitives, est apparu le surnuméraire, c'est-à-dire celui qui n'avait pas pu participer au mouvement de prise de terre. Et donc, n'ayant pu participer, lui aussi, à ce mouvement de prise de terre, il s'est trouvé en quelque sorte exclu, il s'est trouvé en quelque sorte mis sur la touche, incapable de subvenir à ses besoins, tout simplement parce qu'il est arrivé en quelque sorte trop tard. Alors, ce n'est pas parce qu'il était moins travailleur, peut-être pas parce qu'il était moins industrieux, ou à la limite, peu importe, nous dit Rousseau, les raisons pour lesquelles il n'a pas participé à cette prise de terre. Mais le résultat est là, certains individus n'ont plus que leur corps pour survivre. Alors, la conséquence, c'est que finalement, là où Locke imaginait une abondance originelle qui permettait à tous de subvenir à leurs besoins, Rousseau rompt avec ce mythe fondateur du libéralisme naissant. L'appropriation des uns, nous dit Rousseau, suppose l'expropriation des autres. Et en ce sens, l'appropriation n'est pas conforme au droit naturel, elle lui est contraire. L'appropriation est contraire au droit naturel parce que qu'est-ce que le droit naturel en réalité ? C'est en effet le fait pour chacun de pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires. Donc Rousseau retourne Locke contre lui-même. Il affirme en quelque sorte qu'on ne peut pas, on ne peut jamais lever les clauses que Locke avait posées en quelque sorte pour restreindre l'appropriation de manière légitime.
Alors, ceci a des conséquences, et notamment sur l'appropriation du Nouveau Monde. Rousseau s'oppose de manière drastique à la colonisation. Montesquieu l'avait déjà fait, quoique pour d'autres raisons. Rousseau affirme « On ne peut à bon droit conquérir une terre si elle est habitée. On ne peut pas lever la clause restrictive que Locke avait marquée. En général, dit Rousseau, c'est dans le contrat social, pour autoriser sur un terrain quelconque le droit de premier occupant, il faut les conditions suivantes. Premièrement, que ce terrain ne soit encore habité par personne. Donc seules les terres vierges peuvent être appropriées. Secondement, qu'on n'en occupe que la quantité dont on a besoin pour subsister. En troisième lieu, qu'on en prenne possession, non par une vaine cérémonie, bon, ce qu'avait fait par exemple le roi d'Espagne en Amérique du Sud, mais par le travail et la culture, seul signe de propriété, qui, à défaut de titre juridique, doivent être respectés d'autrui. Donc voilà en quelque sorte une manière de récuser un certain type d'appropriation, en tout cas, du Nouveau Monde. La justification des conquistadors espagnols, en particulier, est sophistique. Je cite encore Rousseau. « Suffira-t-il de mettre le pied sur un terrain commun pour s'en prétendre aussitôt le maître ?» Donc Rousseau prend soin de limiter par là même l'usage de la propriété, c'est le second point que j'avais évoqué en introduction. Pour que la propriété privée soit légitime, il faut, et c'est une condition sine qua non, il faut absolument que l'État, c'est-à-dire la communauté, c'est-à-dire le peuple souverain, en soit l'ultime régulateur. Il ne peut y avoir de propriété privée de manière légitime, et Rousseau croit que la propriété privée peut être légitime, il ne considère pas qu'elle ne le soit jamais. Mais il y a une condition sine qua non, c'est que la communauté, nous, le peuple souverain, nous soyons toujours les maîtres, en quelque sorte, de réguler cette propriété. Et pourquoi faut-il la réguler toujours, nous dit Rousseau? Eh bien parce que si on laisse faire, selon le schème classique du libéralisme économique cette fois, eh bien si on laisse faire, les inégalités vont s'accroître de manière automatique. Et en ce sens, des individus vont se trouver dépossédés du moyen de survivre. Ils seront privés de leur droit naturel à la vie, ce qui est nécessairement illégitime. De surcroît, et c'est la seconde raison que donne Rousseau, la citoyenneté elle-même suppose l'indépendance matérielle. On ne peut pas être citoyen si l'on n'est pas propriétaire du minimum qui nous permet de survivre, si l'on est, entre guillemets, obligé de se vendre. Et donc, s'il doit y avoir citoyenneté, il faut que chacun ne soit pas obligé, finalement, de se donner au plus offrant pour pouvoir survivre. Il faut, dit Rousseau, par conséquent, que chacun ait ce qu'il lui faut et que personne n'ait rien de trop. C'est la raison pour laquelle il faut absolument réguler les inégalités, c'est dans le contrat social. Cette égalité, disent-ils, les économistes, cette égalité, disent-ils, est une chimère de spéculation, c'est-à-dire une fiction, une fantaisie, une extravagance, qui ne peut exister dans la pratique. Mais si l'abus est inévitable, s'ensuit-il qu'il ne faille pas au moins le régler? C'est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. L'égalité, y compris l'égalité des richesses, pas l'égalité absolue, mais l'égalité relative, la restriction des inégalités, doit être maintenue par l'État et par la loi. Alors, j'en viens maintenant à mon troisième et dernier temps, qui est, en quelque sorte, le résultat de tout ce que je viens de vous dire, qui peut paraître un peu paradoxal. Il y a une tension qui peut parfois apparaître comme une contradiction dans cette théorie de la propriété. D'un côté, on nous dit que la propriété est indispensable pour la vie sociale, sinon ce serait le chaos, le désordre, l'anarchie, les gens ne voudraient pas travailler. De l'autre, il faut réguler les inégalités et éviter l'accumulation indéfinie des richesses. Alors, entre les deux, en quelque sorte, il y a une tension. Rousseau nous dit que cette tension peut être résolue de deux façons. Premièrement, par la législation, par l'impôt, vous connaissez ça. Deuxièmement, par l'éducation. Donc législation d'un côté, éducation de l'autre. L'éducation doit participer à la solution du problème de la propriété privée.
Et ça, Rousseau le dit dans un autre ouvrage, l'Émile, vous voyez, assez volumineux, hein, ce sera pour les grandes vacances, donc notamment au livre 2 de l'Émile, où Rousseau aborde cette question de l'éducation à la propriété. Hein. Il considère qu'il faut éduquer les jeunes enfants, finalement dès 6 ans à peu près, hein, dès 5-6 ans, au respect de la propriété privée dans certaines conditions. Alors, pour faire comprendre à l'enfant qu'il ne doit pas s'approprier tout et n'importe quoi, alors qu'il aimerait bien, hein, tendance naturelle, eh bien, l'éducateur, celui que Rousseau nomme le gouverneur, qui s'occupe des enfants, va en quelque sorte trouver une idée ludique et assez amusante, qui va en quelque sorte permettre de mettre un peu de plomb dans la cervelle de la jeunesse, et en particulier, Émile, donc l'enfant que Rousseau veut éduquer, va se trouver confronté à une sorte de mise en scène. Une mise en scène un peu ludique par le gouverneur qui, en quelque sorte, va lui faire comprendre pourquoi la propriété a un sens, hein, pourquoi est-ce qu'elle est utile, et pourquoi il faut respecter celle des autres. Alors, la mise en scène est la suivante. Donc, le gouverneur et Émile vont en quelque sorte planter des petites graines, hein, une petite fève, et puis petit à petit, ils vont les arroser, ils en prennent soin, etc. Ça prend. Un jour, Émile arrive, et qu'est-ce qu'il voit? Son champ complètement sans dessus-dessous, tout en désordre, les fèves sont expulsées, il n'y a plus rien, c'est le chaos. Donc là, Émile réagit, il est très malheureux, il pleure. « Ah, qu'est devenu mon travail, mon ouvrage, le doux fruit de mes soins et de mes sueurs ?» Donc voilà, en quelque sorte, ce que signifie la propriété. La propriété, ce n'est pas seulement, comme le disait Locke, ce qu'on ne peut pas m'ôter sans mon consentement. La propriété, c'est aussi le doux fruit de mes soins et de mes sueurs. C'est ça, la propriété. C'est ce que j'ai moi-même travaillé. Qui m'a ravi mon bien? Qui m'a pris mes fèves? Ce jeune cœur se soulève. Le premier sentiment de l'injustice y vient verser sa triste amertume. Ses larmes coulent en ruisseaux. Avec Rousseau, hein, on est toujours très lacrymal. L'enfant désolé remplit l'air de gémissements et de cris. On prend part à sa peine, à son indignation. On cherche, on s'informe, on fait des perquisitions. Enfin, on découvre que le jardinier a fait le coup. On le fait venir. Donc c'est le jardinier lui-même qui a en quelque sorte ruiné le champ d'Émile. Alors, pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Eh bien précisément parce que cette terre qu'Émile avait labourée, qu'il avait voulu en quelque sorte prendre pour lui-même, cette terre, c'était la sienne. C'était celle du jardinier. Et donc en quelque sorte, Émile, croyant s'approprier une terre, s'est approprié la terre d'un autre. Alors, mais nous voici bien loin du compte. Le jardinier, apprenant de quoi on se plaint, commence à se plaindre plus haut que nous. « Quoi, messieurs, c'est vous qui m'avez ainsi gâté mon ouvrage? J'avais semé là, lui-même, le jardinier, des melons de Malte, dont la graine m'avait été donnée comme un trésor et desquels j'espérais vous régaler. » En plus, le jardinier est généreux. « Quand ils seraient mûrs. Mais voilà que pour y planter vos misérables fèves, vous m'avez détruit mes melons. Déjà tout levé, que je ne remplacerai jamais, vous m'avez fait un tort irréparable, vous vous êtes privé vous-même du plaisir de manger des melons exquis. » Alors, voilà donc le deuxième acte de la propriété. Le coupable présumé est en réalité une victime. Il transforme sa défense en réquisitoire. L'injustice apparente dont a été victime Émile dissimulait une injustice plus grave, ce qui signifie pour l'histoire de la propriété qu'en réalité, le droit du premier occupant, mais aussi le droit issu du travail, peuvent être en conflit. Il peut toujours y avoir le droit d'un précédent occupant ou le droit d'un précédent travail. Il y a toujours un avant de la propriété. Et donc, finalement, s'approprier quelque chose, c'est toujours risquer d'en exproprier quelqu'un d'autre. En ce sens, le dialogue d'Émile illustre aussi la nécessité de démystifier le discours du possédant, sa rhétorique et ses sophismes. Car si l'enfant demande pardon au jardinier en prenant conscience du mal, du tort qu'il a commis et qu'il entend réparer, le jardinier, Robert, répond en invoquant ce qu'il faut bien nommer la question sociale, celle-là même que Rousseau avait mis au cœur
du second discours. Donc, Jean-Jacques, c'est le tuteur. « Excusez-nous, mon pauvre Robert, vous aviez mis là votre travail, votre peine. Je vois bien que nous avons eu tort de gâter votre ouvrage. Mais nous ferons venir d'autres graines de Malte, et nous ne travaillerons plus la terre avant de savoir si quelqu'un n'y a point mis la main avant nous. » Robert répond, « Oh bien, messieurs, vous pouvez donc vous reposer, car il n'y a plus guère de terre en friche. La terre est saturée. Moi, je travaille celle que mon père a bonifiée. Chacun en fait autant de son côté, et toutes les terres que vous voyez sont occupées depuis longtemps. » Voilà le problème de la propriété. Toutes les terres sont déjà appropriées. Il n'y a plus rien à s'approprier. Et donc, en ce sens, la question du surnuméraire est en quelque sorte insoluble. Elle est inséparable des origines mêmes de la propriété privée. Et donc la mise en scène morale vaut ici comme une vraie leçon. Ce qui est premier n'est pas originaire. Et donc l'indignation a beau paraître naturelle, elle n'est pas pour autant légitime. Alors néanmoins, Rousseau considère qu'il faut respecter la propriété pour que l'ordre social se maintienne, et c'est la fin de la petite scénette. « Monsieur Robert, il y a donc souvent de la graine de melon perdue ?» Robert, « Pardonnez-moi, mon jeune cadet, car il ne nous vient pas souvent de petits messieurs aussi étourdis que vous. Personne ne touche au jardin de son voisin, chacun respecte le travail des autres, afin que le sien soit en sûreté. » Donc c'est curieusement le jardinier qui fait la leçon aux petits riches, Émile, qui croyait tout permis, et le dialogue pourrait s'arrêter là. Chacun respecte la propriété du voisin, à condition qu'il y ait réciprocité. Mais, et c'est là que Rousseau est très fort, Rousseau considère que cette réciprocité est impossible dès lors précisément qu'il existe des surnuméraires. C'est la fin du dialogue, presque fin du dialogue. Émile, mais moi, je n'ai point de jardin. Mais moi, je n'ai point de jardin, c'est dans cette formule toute simple, naïve, exprimée par un jeune enfant, que s'exprime la question sociale elle-même. C'est-à-dire un simple état de fait. Mais moi, je n'ai pas de jardin, je ne sais pas où aller cultiver, je ne sais pas où je pourrais subvenir, par où je pourrais subvenir à mes besoins. Et Robert, par une étrange inversion, puisque c'est lui finalement le jardinier, donc au service d'Émile en théorie, lui répond ce que d'habitude s'entend dire le pauvre, le dépossédé, le démuni. Que m'importe? Vous n'avez pas de jardin, que m'importe, c'est pas mon problème. Si vous gâtez le mien, je ne vous y laisserai plus promener, voyez-vous, je ne veux pas perdre ma peine. Et ça, c'est quelque chose qui reviendra constamment dans l'œuvre de Rousseau, le fait que le cri de la nécessité, le cri du besoin, se heurte toujours à l'indifférence des riches, des grands et des puissants. Que m'importe? Vous n'avez pas ce qu'il vous faut pour manger, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai travaillé, je veux qu'on respecte ma propriété. Alors, la solution que je résume en un mot, parce qu'il y a quand même une solution à ce terrible dilemme tragique, c'est une solution de Jean-Jacques. Alors Jean-Jacques, c'est Rousseau sous les auspices du gouverneur, du tuteur. Ne pourrait-on pas proposer un arrangement au bon Robert, qu'il nous accorde à mon petit ami et à moi un coin de son jardin pour le cultiver, à condition qu'il aura la moitié du produit. Autrement dit, on prend un petit coin, et puis on le cultive, et puis on vous donne un peu des marchandises, on fait une sorte de petite roque, et puis ça marchera très bien. Alors, le résultat, c'est que voilà, l'accord fonctionne, et même Robert, qui est généreux, dit « Non, mais c'est même pas la peine que vous me donniez la moitié du produit, gardez-la, tout ira très bien. » Voilà. Donc, la solution du problème, elle est sociale, c'est une convention qui autorise finalement l'individu à travailler pour pouvoir survivre. Alors, quelle est la leçon de tout ça? Et ce sera ma conclusion. La leçon de ce dialogue entre Locke et Rousseau, c'est finalement la leçon même, on pourrait dire, des deux grandes théories qui sont aujourd'hui à notre disposition pour penser la propriété privée et sa régulation possible. D'un côté, le libéralisme, qui est souvent, disons, qui se revendique souvent de Locke, et de l'autre, le républicanisme, mais aussi en un sens le marxisme, qui est dans la droite ligne de Rousseau. Donc libéralisme et républicanisme. D'un côté, le droit illimité, fondé sur la liberté naturelle de l'individu. Donc ça, c'est le côté du libéralisme, et la reconnaissance de l'inégalité légitime des propriétés, qui suit l'inégalité des talents.
De l'autre, c'est le républicanisme, la volonté de réguler la propriété, considérée comme un droit social, et l'insistance sur le primat du commun. Toute propriété privée est subordonnée finalement à la collectivité. Donc pour Rousseau, en effet, les États doivent impérativement réguler l'usage de la propriété, et seul le peuple souverain peut légitimement, notamment, décider de l'héritage, de la succession et de ses conditions. Donc la propriété reste toujours éminemment entre les mains du souverain, du peuple souverain et de la communauté. Alors on comprend de ce point de vue que Rousseau, ce sera mon mot de la fin, ait joué un rôle si essentiel pendant la Révolution française, et notamment sur Robespierre, donc vous en avez sans doute entendu parler, le fait que Robespierre ait défendu pendant la Révolution en 1793 le droit à l'existence, comme un droit social reconnu par l'État, et notamment, bien sûr, fondé directement sur la théorie rousseauiste, qui, en quelque sorte, démystifie l'individualisme possessif dont Locke avait posé les prémices. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.